Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chers amis d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. On ne compte plus, on a un très grand nombre depuis maintenant bientôt 4 ans et demi que l'émission existe. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Plaisir également de venir parler de cette qualité de l'air si importante. On le voit ces derniers temps, on vient de passer un hiver avec évidemment des pollens qui sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu. Le 7 janvier notamment, ça a été les premiers, ça a été vraiment précoce, et ça va être le cas de plus en plus. On parle du réchauffement climatique, ça va être le cas aussi, on le sait, d'avoir des affections respiratoires chroniques ou ponctuelles plutôt à 50% de la population d'ici 2050, ce qui est vraiment énorme. Mais pour cela, ne soyons pas perdus, ne soyons pas désespérés. Évidemment, il y a des choses à faire pour bien préserver notre qualité de l'air. On va la préserver par rapport à la bonne connaissance de ce qu'on a à l'extérieur, pour l'appliquer aussi, cette connaissance, à nos gestes à l'intérieur. Et pour ce faire aujourd'hui, je reçois Cédric Simonin, qui est le directeur associé du groupe Vivialis. Bonjour Cédric. Bonjour Nicolas. Comment ça va ? Écoutez, ça va bien quand je suis là, je suis content. C'est vrai, hein, ça fait quelques temps qu'on ne s'était pas vu. Vous revenez sur le plateau d'Élémentaire, sachant que sur le plateau, vous le savez, on revient régulièrement pour parler des sujets de manière à regarder quelle en est l'évolution. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'évolution. Alors non pas des 3 ans de ce qu'on avait vu ensemble, on va se projeter un petit peu plus loin et on va regarder comment la QAI a évolué depuis 10 ans. Mais avant tout, qui est Cédric Simonin, et qui est Vivialis ? Alors, qui est Cédric Simonin ? On s'en fiche un peu, parce que le plus important, c'est qui est Vivialis. C'est quelqu'un engagé aussi pour la qualité de l'air. Oui, important, avec des convictions, mais des convictions qui sont portées par l'ensemble des collaborateurs du groupe Vivialis, dont je suis aujourd'hui l'humble représentant. Donc Vivialis, c'est une très belle entreprise qui existe depuis maintenant 25 ans, qui travaille sur l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Toulouse. Un peu moins de 400 collaborateurs, 1800 logements en production tous les ans. Voilà, une belle réussite, une belle entreprise, des collaborateurs qui sont engagés, sérieux, avec des convictions et qui prennent beaucoup de plaisir dans le quotidien. Et passionnés, que je vois et que j'ai l'occasion de rencontrer aussi. C'est un moteur de la réussite, la passion. On est bien d'accord et ça nous amène vraiment très loin. Alors heureusement que vous en êtes le représentant aujourd'hui, parce que 400 dans le studio, c'était pas possible. Et la qualité de l'air aurait été trop dégradée. C'est pour ça on le garde et on se préserve. Alors cette qualité de l'air dans les logements, Cédric, au travers notamment de l'expérience du groupe Vivialis, notamment, mais également de la vôtre. Oui. On peut peut-être rappeler également que vous avez fait partie des co-auteurs du livre La qualité de l'air intérieur pour les nuls. On a eu ce plaisir. C'est vrai, oui. C'était une bonne nouvelle et ça a été un réel travail commun de plaisir pour les experts, de tous ceux qui ont été là. Une belle aventure qui se solde par une reconnaissance visiblement. Moi j'entends parler que c'est une bible de la qualité des livres sur ce sujet. C'est une bible, c'est une vraie référence. On a beaucoup transpiré. Vous nous avez fait beaucoup transpirer. On est très content du résultat. On a l'opportunité d'offrir ces livres assez régulièrement, notamment aux institutionnels pour prêcher la bonne parole. Et ce livre est tellement bien fait, simple à comprendre, mais extrêmement précis et assez technique pour qu'on puisse y trouver tous les éléments ou les questions que l'on se pose. Bon, alors ne pas hésiter à aller y jeter un œil. On le retrouve dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit. Comme on dit. Voilà. Alors justement, cette qualité de l'air, ces logements, quelles problématiques, quels enjeux, Cédric ? Alors, c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on parle de la qualité de l'air intérieur. C'est bien de poser un peu le débat pour qu'on puisse comprendre déjà d'où on part. Alors, c'est vrai que depuis de très nombreuses années, la connaissance sur les polluants présents dans l'air des logements, elle a beaucoup progressé. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et qui continuent. Et puis, les leviers d'action pour réduire les expositions à ces polluants sont désormais connus. Mais, il y a de nouvelles interrogations qui sont liées avec des nouveaux usages. C'est peut-être ce que l'on va dérouler là aujourd'hui. Justement, il y a 2 ans qu'on vient de passer avec de nouveaux usages. Oui, entre-temps est passé le Covid, donc les nouveaux usages, c'est le télétravail. C'est des nouveaux matériaux qui arrivent, des nouveaux produits qui arrivent sur le marché assez régulièrement. La rénovation énergétique, qui est un enjeu majeur pour atteindre le net zéro en 2050, ou encore tout simplement le changement climatique, qui a un impact relativement important. Qui va nous emmener à bouger.
qui va nous obliger à bouger et tant mieux. Dans ce contexte, c'est vrai que en 2020 a été lancée une nouvelle campagne de mesures sur la qualité de l'air intérieur des logements. Elle a été conduite par l'Observatoire sur la qualité de l'air intérieur. Normalement, elle s'est terminée en décembre 2022. Elle a été menée sur 600 logements tirés au sort. Donc, on est très impatient de voir les résultats de cette étude. Alors, les premiers résultats ont été posés et évoqués. Pour l'instant, ils ne seront pas encore rendus ultra publics. Ça a été fait le jeudi 17 février notamment, et avec notamment de bonnes surprises, si on ose dire, sur la qualité de l'air des logements. Un gros travail sur le logement lui-même à faire, et quelques remarques qui montrent que dans les établissements spécialisés, notamment de santé, où on peut retrouver aussi les EHPAD, la qualité de l'air est meilleure qui était attendue. Donc là aussi, voilà, il y a des raisons d'espérer, d'avancer, mais bon, on sait très bien que le travail de caractérisation de l'intégralité des polluants et du bien faire vis-à-vis de cela, et de bien faire renouveler l'air dans nos logements, est important pour assurer le bien respirer. Et puis cette étude est d'autant plus importante puisque nos modes de vie nous conduisent à passer beaucoup plus de temps dans nos logements. Petit rappel, aujourd'hui on passe un tout petit peu plus que 16 heures par jour dans nos logements. Si on y rajoute le télétravail, ce sera encore un peu plus. Oui, on y passe de plus en plus de temps, ça c'est sûr. Donc quand on a dit ça, on a posé un peu le débat. Après, il y a des enjeux de sensibilisation. Généralement, on les voit sous deux axes. C'est la sensibilisation auprès des acteurs de la filière et des décideurs. Celle-là, elle est primordiale. Je trouve qu'au niveau de nos décideurs, notamment politiques, il manque encore un petit peu d'acculturation, si je peux m'exprimer ainsi. Vous voulez un point positif ? Oui. J'ai eu la chance d'assister au plan régional de santé environnement numéro 4 en Occitanie, et justement la sensibilisation, la formation et la prise de conscience s'adressent non seulement à ceux qui vont vivre dans les logements, à ceux qui vont les concevoir, les entretenir et je dirais les maintenir, puisque la maintenance évidemment c'est primordial, mais également il y a tout un volet de formation sensibilisation auprès des acteurs locaux et des élus. On avance. Ça c'est vraiment, et c'est majeur, c'est une grosse partie de ce plan régional de santé. Oui, parce qu'on retrouve souvent dans les discours des élus cette interrogation sur la qualité de l'air intérieur dans les logements, ou peut-être la question du logement sain. Ils regroupent ça de manière un peu plus large. Après, plus concrètement, quand on arrive avec des projets, c'est déjà un peu plus lointain. Le deuxième point, toujours pareil, ce sont les occupants eux-mêmes. Et puis là aussi, au travers ou de conférences ou d'émissions comme celle-ci, c'est important de sensibiliser les gens, parce qu'une fois qu'on a livré un logement, qu'est-ce qu'ils font de ce logement après livraison ? J'ai eu la chance et l'honneur de participer au congrès des allergologues pneumologues qui s'est tenu à Paris l'année dernière, où pour la première fois on a pu être entendu par des médecins sur comment on imagine la construction d'un bâtiment sain et comment on peut interagir avec le monde médical. Et qu'est-ce qu'un bâtiment sain déjà à la base ? Et qu'est-ce qu'un bâtiment sain ? Et puis l'enjeu sanitaire, il est aussi et sanitaire et économique extrêmement important. Je donne juste quelques chiffres. C'est que l'asthme frappe 3,5 millions de personnes en France. Et puis on estime, alors là on va parler entre 10 et 40 milliards d'euros par an, le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur, dont 1 milliard pour les remboursements de médicaments anti-asthmatiques. Donc, c'est pas négligeable pour nos finances. Et ça va s'accentuer puisqu'on considère que les asthmatiques vont plutôt être 8 millions dans les années à venir que 3,5 millions. Et dans ce qui est caractérisé et plutôt connu, on a aussi des affections pour les jeunes maintenant qui ont des affections où on retrouvait ces affections pour des personnes de 60, 65, 70 ans avant. Donc on est vraiment dans des... On a vécu des épisodes il n'y a pas très longtemps de particules fines, notamment fortement. Donc ça c'est extrêmement irritant. Et ça agit aussi beaucoup sur notre santé. On va le retrouver, d'où le bon traitement. Alors pour le logement. Alors ensuite, on a pu aussi, toujours dans les diagnostics et par rapport à ces études, pu voir qu'il y a des sources de pollution qui sont extrêmement nombreuses. On en a dénombré 2700, c'est-à-dire substances chimiques recensées ou potentiellement présentes dans les logements, selon toujours l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et puis, on peut catégoriser, alors vous en parlez souvent dans les émissions, mais je veux juste le rappeler assez rapidement, la diversité de ces pollutions de l'air intérieur dans les logements est décrite selon 3 catégories. Donc la pollution extérieure. Et là, il y a un pourcentage important. La qualité de l'air extérieur influe à 14% pour la bonne qualité de l'air à l'intérieur. Ouais. C'est celle que cette qualité de l'air apporte l'extérieur vers l'intérieur. Donc elle agit sur ce volume de 74%. Par contre, on se retrouve derrière avec un autre problème, c'est qu'on dit qu'on a la pollution de l'intérieur est 6 à 8 fois plus polluée. Donc ça veut dire que notre action, nous, d'être humains à l'intérieur du logement, effectivement, elle amène
a carrément dégradé énormément cela. Alors, on en parle, hein, soyez vigilants, on dit qu'il faut limiter les bougies, il faut limiter l'encens, on ne dit pas qu'il faut rien utiliser, on dit qu'il faut être beaucoup plus mesuré dans ce que l'on fait, et notamment tout ça, on a l'action de l'humain. On a beau faire tout ce qu'on veut, on a aussi des habitudes qui reprennent souvent le dessus. Et souvent, les meilleures des solutions sont connaissons-nous bien nous-mêmes et on va savoir un petit peu ce qu'on va pouvoir tempérer sans être hyper-contraint, parce que l'hyper-contrainte, elle marche un petit moment, mais on sait que dans le temps, elle est plus difficile. On est d'accord. Donc, voilà, dans les 3 points, vous en avez parlé, pollution extérieure, les occupants eux-mêmes, et puis le bâtiment et son aménagement, parce que ça passe aussi par les matériaux de construction, les revêtements, les équipements, et puis surtout le mobilier. Donc chacun a un peu sa part et ses actions à mener. Nous, on travaille essentiellement, quand on construit des logements, sur la partie bâtiment et son aménagement. Alors, dernier point, on a vu le diagnostic, et puis il y a une notion de mesure, et ça c'est un peu plus compliqué, parce que les mesures sont assez compliquées à mettre en œuvre, essentiellement parce que l'effet de la pollution atmosphérique, elle vient de l'extérieur, donc difficile à mesurer, même si on sait que 74%, mais mesurer chez tout un chacun, c'est plus difficile. Alors la pollution extérieure, elle est difficile à mesurer à l'intérieur, mais à l'extérieur, on a des éléments de mesure réglementaires sur la qualité de l'air extérieur. Après, pour l'intérieur, c'est plus difficilement envisageable, économiquement et matériellement, d'équiper des milliers de logements d'appareils de mesure sur la qualité de l'air intérieur. C'est assez compliqué. Je vais en parler peut-être après. On fait un test. Et de savoir les appareils de mesure, est-ce qu'ils mesurent bien? Est-ce qu'ils détectent bien? On parle beaucoup, on pourrait la faire juste une petite digression, on parle beaucoup de capteurs. Capteurs dans l'usage, c'est plutôt de dire « Ah, on capte de la pollution ». Non, on la capte pas, on la mesure, donc on détecte. C'est autre chose. La captation, et donc le traitement et l'épuration, par la filtration, par exemple, va se retrouver aussi sur ce plan. Donc voilà, difficulté. Et puis après, on a les expositions se font à faible dose, mais sur des temps qui sont relativement longs. Donc c'est assez difficile encore de mesurer cet élément-là. Alors maintenant, on peut se poser une question sur comment on évolue la qualité de l'air, la qualité de l'air intérieur dans les logements. Moi, j'avais une petite question vis-à-vis de Vivialis, puis des groupes de construction. On parlait tout à l'heure des matériaux. Comment on va aller choisir quelle va être notre démarche pour se dire bon maintenant on arrête, je veux que ce soit des matériaux sains. Il y a beaucoup de choix, il y a les sources proches de chez nous, il y a les biosourcés. Comment on va faire un petit peu, c'est pas une jungle, mais en fait c'est assez compliqué. Quels sont les leviers qui nous permettent de se dire franchement je vais aller chercher quelque chose qui va bien pour que au bout du compte, dans le logement, l'occupant soit plutôt préservé, que son meilleur ami soit son logement finalement. Alors, c'est assez simple au final, mais assez difficile à mettre en œuvre au départ. En fait, il faut toujours partir du diagnostic. Quand on a fait le diagnostic, on sait d'où on doit partir, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Finalement, seul, on n'arrive pas à grand-chose. On est obligé de travailler en partenariat, et notamment avec les industriels. On a notamment, nous, la chance d'être ambassadeur des innovations de Saint-Gobain, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on a été voir des industriels en leur disant « mais on a cette volonté, nous, de travailler sur la qualité de l'air intérieur, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Il s'avère qu'en fait, nombreux industriels ont des produits qui permettent de limiter l'impact que peut avoir ce qu'on peut appeler les composés organiques volatiles sur le bâtiment, dans le logement, pardon. Donc limiter l'impact que peuvent avoir les matériaux dans le logement. Le but de la qualité de l'air, c'est avant tout, on parlait tout à l'heure de purification, c'est avant tout aussi d'aller chercher à combattre l'émission de la pollution. C'est ça. C'est ça à la base. C'est ça. On retrouve ça dans le choix des matériaux, le choix des techniques aussi. Voilà. Donc en fait, c'est tout un cahier des charges qu'il faut mettre en place. Nous, on l'a mis en place il y a un petit moment déjà. On l'a même labellisé. On l'a appelé le label bâtiment sain, qu'on a étalonné avec l'ADEME, et on s'est rendu compte que même si c'était un label interne, finalement, il tenait la route par rapport à un label de l'ADEME, label écrin. Et après, vous travaillez en partenariat avec l'industriel qui systématiquement, dès qu'ils mettent des produits biosourcés, géosourcés, vous les mettez à disposition pour test. Après, on fait des tests in situ à la livraison et 1 an après la livraison, et on regarde un peu quels sont les résultats obtenus. Les résultats généralement ont été vus en laboratoire en amont, après on les voit in situ, et puis après on les valide et on les met systématiquement dans les futurs logements qui sont amenés à être construits. Donc voilà comment on construit cette offre-là. Et d'accord. Et dans cette démarche, justement, si vous dites on a regardé en laboratoire, on regarde dans le logement au moment où on le livre finalement, et puis ensuite 1 an après, au fil du temps de ces tests et de ces, c'est une vraie prise en compte, on prend à bras le corps le sujet.
la notion de progrès dans cette amélioration de la limitation de l'émission, dans l'amélioration de la qualité de l'air, ça se traduit comment? Ça se voit à quel niveau? Est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement flagrant et on se dit vraiment, on voit une différence par rapport au premier sujet qu'on a mis en place, au premier test, et puis maintenant on est rentré plus dans une habitude et on va chercher un petit peu comme on fait du sport, hein. On a des courbes de progression très fortes au départ et puis après les derniers centièmes pour aller faire le 100 mètres sont difficiles à obtenir. Est-ce qu'on est dans ce schéma-là ou on est encore dans une grosse progression? Non, on a une grosse phase de progression il y a 10 ou 12 ans, parce que vraiment on partait entre guillemets de zéro. Là, on a été vraiment aidé par le CHU de Strasbourg et notamment le professeur de Blé, un allergologue, qui nous a beaucoup aidé pour déjà comprendre la qualité de l'air intérieur, quelles étaient les conséquences. Et ensuite, il nous a aidé à travailler sur l'ensemble des matériaux en les validant ou en les invalidant. À partir de là, on a une marge de progression qui était assez exponentielle. Ça a été vraiment une modification très importante dans notre manière de travailler. Ensuite, on est arrivé sur un plateau où on a pris une habitude de travail qui fait que c'est quelque chose qui n'est plus négociable chez nous. C'est que toutes les offres de logement sont comme ça. Il n'y a pas à discuter. C'est pas une option chez nous. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on a une amélioration qui est maintenant relativement faible si on prend une courbe. L'asymptote est un peu aplati. Mais oui, ça s'améliore toujours parce qu'on est toujours en train de challenger les industriels en leur disant qu'est-ce que vous avez d'autre, quoi. Voilà. Et vos équipes vis-à-vis justement, en tant que promoteur, constructeur, vous êtes en lien direct avec je dirais le client, ou ceux qui ont un désir de logement, soit collectif ou individuel. Comment ils le perçoivent? Comment vos équipes ont cette approche? Parce que je pense pas qu'on voit encore énormément d'approches de vendeurs, de commerciaux qui arrivent en parlant de la qualité de l'air en même temps dans le logement. Est-ce que c'est une notion qui est présentée et de quelle manière? Oui. Et comment est-elle perçue justement aussi? Alors c'est assez amusant parce que finalement, les gens ne viennent pas acheter un logement chez nous parce qu'on travaille la qualité de l'air intérieur de manière particulière. D'ailleurs, ils n'en ont pas conscience. Oui. Parce que d'abord, ils viennent répondre à un besoin, une surface, un prix, une situation, une prestation. Voilà. Donc, ils viennent répondre à un besoin. Cette notion de travailler sur la qualité de l'air intérieur, ça répond déjà à une conviction au départ. Ça part de là. Parce qu'on n'est pas obligé de le faire, on aurait quand même vendu nos logements. Le deuxième point, c'est que ça vient répondre à une attente. Donc j'ai dit que ça répondait, les gens venaient pour un besoin, et après ça répond à une attente. Alors comment on interagit? La première question qu'on leur pose, c'est qu'on leur demande s'ils sont allergiques ou s'ils connaissent quelqu'un qui est allergique. Généralement, puisque 30% de la population est cliniquement allergique, il y a une chance sur 3 qui lève la main en disant oui, effectivement, moi je le suis, mais une chance sur 2 qui connaissent quelqu'un qui l'est. Donc ils commencent à avoir une oreille attentive. Et quand on leur explique la démarche, ils trouvent la démarche, excusez-moi l'expression triviale, vachement sympa. Ils disent c'est marrant, on n'y avait pas pensé, mais maintenant que vous nous le dites, on veut ça. Donc la prise de conscience, elle se fait dès le départ. Dès le départ, mais quand même pas immédiatement. Et donc, pour répondre à votre question, finalement les équipes commerciales, elles ont quelque chose de supplémentaire à raconter, qui permet aussi de valoriser l'offre, qui donne une valeur patrimoniale à l'offre, parce que finalement aujourd'hui, sur le côté normatif, on est assez light sur la qualité de l'intérieur, bien que la RE 2020 commence à mettre des dispositions sur les ventilations, on aura peut-être l'opportunité d'en parler, mais là en l'occurrence, on leur dit, finalement, on construit des produits qui sont avant-gardistes par rapport aux normes, donc qui est un peu hors norme. Vous voyez, donc difficile à comparer. Et le hors-norme est difficile à appréhender. On se dit, mais qu'est-ce qu'on essaie de nous faire? Oui, au début, on nous regarde un petit peu bizarrement, et après, on comprend que finalement, c'est quelque chose, ça répond à une conviction précise, parce que finalement, on ne veut pas faire quelque chose qui soit contre-productif dans quelques années. Voilà. On va parler également, alors on vient d'effleurer un petit peu la réglementation, on a un petit sujet aussi sympathique, c'est garantir le bon renouvellement de l'air. Oui. Comment c'est pris en compte? Je l'ai pris rendez-vous revu. Non. Il y a justement l'appréhension du bâtiment lui-même. On sait très bien qu'on doit avoir des débits minimums, on doit avoir un balayage général de l'air dans le logement. On explique aussi qu'un logement traversant, c'est mieux. Là, on parle un petit peu du collectif. Oui. Dans l'individuel, c'est pas mal non plus. On se dit aussi, mon bâtiment, il va être positionné par rapport peut-être à des sources de pollution, une route et autres. Est-ce qu'il y a aussi un step supplémentaire déjà de se dire, mon système peut-être de ventilation qui peut permettre pour certains de filtrer, de certains d'être associés à de la détection pour s'adapter au mieux, puisque on voit même à l'heure actuelle, il y a des certifications qui arrivent ou des groupes de travail qui avancent assez rapidement sur se dire, on sait que dans nos logements, on avait l'humidité, on va se mesurer dessus pour évacuer cet élément fort qui
contribuer au bâtiment malsain, là pour le rendre sain bien entendu, mais on voit maintenant se dire on va peut-être le mesurer au CO2 pour s'adapter avec la vie dans le logement et notamment la présence des occupants. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a déjà une petite tendance, je dirais, haussière chez vous ? Alors oui, mais pas autant que ça. Mais pas tant que ça, pas pour le moment. Alors c'est difficile parce que finalement un logement c'est quelque chose qui... Il y a de la vie à l'intérieur, hein. Donc difficile de dire. Alors on sait tout de suite combien de personnes y vont y vivre, mais il y a des gens, il y a des enfants qui vont venir, donc bon. Rien que le fait, par exemple, de faire une soirée, on est 4 dans le logement prévu et on y est habituellement toute la semaine, puis d'un seul coup, le week-end, on est 15. Oui. Et donc là, quelque part, on sait, on va cuisiner plus. On en parlait sur une émission précédente avec Tony Renucci de l'association Respire sur la cuisson, justement, et son impact. On va trouver aussi, chacun va inhaler et expulser plutôt du CO2 et on va avoir cette concentration qui va augmenter et qui va nécessiter du renouvellement supplémentaire. Oui. Alors peut-être pour répondre à votre question, que je ne sais pas détourner parce que sur les éléments qui sont... Il n'y a pas de piège. Non, j'ai bien compris. Mais sur les éléments sporadiques, est-ce qu'il y a une soirée, etc., c'est difficile pour un constructeur, bâtisseur, d'anticiper ce genre de choses. On sait que les gens vont recevoir du monde, mais après, combien de personnes, etc. Donc, je vais plutôt revenir à la genèse d'un projet. La réflexion qui se pose au départ, alors un peu plus pour les bâtiments collectifs que pour les maisons individuelles, c'est la manière dont on va implanter le bâtiment. Ça a été, vous m'avez posé la question juste avant, c'est qu'est-ce qui a changé? C'est quelque chose qui a fortement changé dans les habitudes de construction. C'est-à-dire que maintenant, quand on travaille avec l'architecte, on va lui dire, on a d'abord fait une étude liée au terrain, c'est-à-dire quels sont les vents dominants. L'étude environnementale pure et dure. Voilà. Donc cette étude environnementale est extrêmement importante parce que on a cette capacité à, s'il le faut, bouger un petit peu l'implantation du bâtiment et surtout mettre les bouches de ventilation à un certain endroit versus un autre qui serait pénalisant pour la qualité de l'air intérieur. Là, quand je parlais d'influence ou de lobbying auprès des architectes qui avaient quand même cette sensibilité déjà, là c'est vraiment quelque chose qui est imposé, sur lequel on ne discute pas. Il est impératif qu'ils travaillent là-dessus. Donc, si vous voulez, le premier travail, le plus important, il est fait sur la conception du bâtiment de manière initiale. Après, sur la conception des logements, on a quand même l'obligation de respecter les abacs de surface et là, c'est plus difficile après d'anticiper sur la manière dont les gens vont vivre dans le logement, parce que chaque personne le vit différemment. Donc, en outre, tout est fait à l'heure actuelle pour une prise en compte la plus en amont possible pour le bien faire. Oui, et puis après, élément important qu'on a initié, mais qui est obligatoire maintenant depuis le 1er janvier 2022, c'est le diagnostic de débit de la VMC, parce que ça on le fait nous depuis de très très nombreuses années, c'était pas fait et on a beaucoup milité pour que ce soit fait et obligatoire. Aujourd'hui c'est obligatoire, tant mieux, parce qu'on s'est rendu compte que 50% des logements neufs ne respectaient pas les débits minimaux nécessaires. Donc en fait vous faisiez une livraison avec un bâtiment où la VMC n'était pas encore assez pérenne. Il y a un taux de conformité assez important qui tente à s'améliorer, et ce que je parlais tout à l'heure au niveau réglementaire qui est en train de se faire pour aller plus loin, qu'on verra arriver aux horizons 2025, on va pas tout dévoiler, mais qui vont nous permettre d'associer et d'améliorer tout cela. Alors, on arrive au bout de l'émission, on a tellement à dire, ah bah oui, ça va très vite. Par contre, on le voit, on est vraiment... je vais venir juste sur un petit mot, mais on est vraiment dans une prise en compte, on le voit bien, réflexion, on pourrait dire réflexion, conception, installation, et on a aussi la maintenance qui vient après, qu'il ne faut pas oublier. Dans cet air intérieur qui doit être associé à notre changement climatique, on doit anticiper beaucoup de choses par rapport à cela, sinon on va avoir de grosses surprises, il vaut mieux les éviter. La qualité de l'air intérieur dans le logement de demain, pour finir avec vous Cédric Simonin du groupe Vivialis, le logement de demain et la qualité de l'air, dites-nous. Alors, votre vue, votre vision. Alors, moi je souhaite peut-être aborder 3 points. Le premier point, il est lié à la qualité de l'air intérieur, lié aux performances énergétiques. Donc, il y a une étude qui est très intéressante, qui a été une enquête qui a été faite par le TREMI. Le TREMI, c'est les travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles, qui a été publiée par l'ADEME en 2018 de mémoire, et qui montre que la ventilation n'apparaît pas dans les 10 bouquets de travaux les plus réalisés, ce qui est assez surprenant. Alors on va... Et la ventilation fait même partie de travaux induits. C'est pas reconnu au niveau des prises en compte, au niveau des C2E, MaPrimeRénov' et autres. C'est des travaux induits et non pas une entité à part entière. Et il faut savoir que pour progresser sur ce sujet, il y a maintenant, et qui travaille sur le sujet reconnaissance, la filière s'est regroupée et au sein de l'Association française de la ventilation. Et on voit aussi avec cette émergence et ce poids qu'elle prend de plus en plus, on reçoit son président et de certains de ses membres de temps en temps sur l'émission, il est vrai qu'on voit une démarche qui s'amplifie
petit à petit, avec des bases solides. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, pour que l'auditeur comprenne, je rebondis sur ce que vous dites, parce que je reviens sur si on ne prend pas en compte on prend pas en considération cette ventilation là, on a remarqué qu'il y avait des concentrations intérieures en radon, ce gaz, ce gaz naturel, lorsqu'on est sur des roches granitiques qui se fracturent. Oui. Et il y avait un échantillon sur 6000 maisons qui étaient faites en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine qui démontrait qu'il y avait une dégradation justement de la qualité de l'air intérieur parce que absence de ventilation. Donc ça, c'était le premier point. Donc ça, c'est lié à la performance énergétique, surtout en termes ou ventilation inadaptée. Ou ventilation inadaptée. Donc ça, c'est pour la partie rénovation. Ensuite, c'est la qualité de l'air et le changement climatique. Parce que ça a un impact. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des températures intérieures qui vont être de plus en plus élevées. Je rappelle juste que si on regarde le GIEC, il y a une progression. Alors, moi qui vis à Strasbourg, on nous met des pics de chaleur à 52 ou 55 degrés. Alors, des pics de chaleur, mais c'est inimaginable d'ici une dizaine d'années. Donc, c'est relativement important. Et donc, quand vous avez ces pics de chaleur, ça favorise les émissions des polluants volatiles, des matériaux et des produits de construction ou de décoration et d'ameublement dans les bâtiments. Et donc, une plus grande exposition à ces polluants. Ça, on n'avait pas imaginé que le réchauffement climatique pouvait avoir un impact sur ces polluants. Et on a en plus, en élément extérieur, une concentration un peu plus importante d'ozone. Et comme vous l'avez dit, 74% du bien-être, de l'air intérieur, dépend de l'extérieur. Donc, on a ça impacte encore plus sur la qualité de l'air intérieur en jouant sur une réactivité chimique sur les éléments abordés précédemment. En fait, c'est le rayonnement UV qui fait, plus il est important, plus la génération d'ozone au niveau du sol est forte. L'ozone, on le sait, la couche d'ozone en altitude, elle est nécessaire par rapport aux rayons cosmiques notamment et au bombardement solaire que reçoit la Terre chaque jour. Mais surtout au niveau du sol, elle est beaucoup plus gênante et pour nous... et notamment pour ceux aussi qui sont asthmatiques. Ça, c'est important. C'est majeur, les problématiques d'aller chercher loin sa respiration. C'est pas un vain mot. On va devoir un petit mot juste sur... J'avais juste encore un dernier truc sur le logement de demain. J'ai encore une seconde ? 15. J'ai 15 secondes. Allez. Bon, alors le logement de demain... Passionnant. Oui, c'est les nouveaux usages aussi, donc le télétravail. Donc là, il faut que les gens soient équipés. Alors on parle de capteurs. Donc pour l'instant, on est en train d'y réfléchir, de mettre des capteurs dans les logements. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas encore assez pérenne. Donc là, peut-être que les logements de demain seront équipés de capteurs qui permettent. Comme je le disais tout à l'heure, les détecteurs plus que capteurs, mais surtout quand on parlait, l'exemple que je donnais où on se retrouve à 15 personnes au lieu de 4, un détecteur va permettre de savoir qu'on est beaucoup plus nombreux et va adapter le volume d'air renouvelé, donc l'apport d'air neuf qui est nécessaire à une bonne qualité de l'air dans le logement et aussi va permettre, on parlait aussi tout à l'heure du radon, il faut savoir que des systèmes où on amène un petit peu de surpression vont permettre d'empêcher ce radon non seulement de rentrer, mais aussi un bon brassage va l'évacuer pour le peu qu'il y en ait. Et on tombe quand même sur des niveaux, ça parle peut-être pas à grand monde, mais on passe de 20 000, 18 000, 15 000 becquerels. Sachez que le seuil à ne pas dépasser en France, c'est 300. Et que si on passe 100 becquerels, on a 15% de plus, le mot est pas heureux, de chance d'être atteint d'un cancer du poumon, puisque c'est le cancer qui est le deuxième en France avec 9 000 morts par an après celui de la cigarette. Donc il faut vraiment y faire attention. Vous voyez, un bien aéré dans son logement, ça amène des conséquences heureuses de bien le prendre en compte tout de suite, plutôt que de se dire oui, je vois pas l'air, il est invisible. Non, on va le rendre visible. L'émission, on le rend visible. On l'a fait aujourd'hui avec Cédric Simonin, je dirais directeur associé du groupe Vivialis. Merci beaucoup Cédric, vous êtes ici chez vous, vous le savez. À très bientôt. Et puis, bon retour sur Strasbourg. On reparlera de la qualité de l'air. À très bientôt. Et merci pour tout ce que vous faites depuis des années. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt pour Élémentaire et une nouvelle émission. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.